guys, bienvenue dans cette deuxième de First Talk et avec moi, mon ne-pape préféré comme tous les lundis, c'est Yoran. Salut Yoran, ça va? Ouais, ça va bien, le ne-pape aussi, il va bien. Bon, et Thomas? Très bien, super. Coiffé, ouais, on a l'impression tourné. que là, t'es au max, non? Je suis parti voir Jacques. Jacques m'a bien coiffé. Je suis bien coiffé, bien déterminé. C'est parti. Au programme, on parlera de Cleveland face aux Nets, on parlera également dans notre débat des Clippers et puis de 5 façons, on va essayer de sauver les Pacers. Mais tout de suite, c'est l'actu de la semaine. Bryant on the move with the jumper. He got it! Au menu des news, c'est un DeMar DeRozan qui commence mais qui fracasse tout, des stats incroyables dès le début de saison. Ouais, alors on parle de DeMar DeRozan, donc le joueur des Toronto Raptors, qui vient de signer un gros contrat cet été. Énorme contrat, donc il avait beaucoup d'attentes. 139 millions sur 5 ans. Qu'est-ce que tu fais avec tout Il a ce fait fric revenir, Il est pas mal. Ouais, donc DeMar DeRozan qui commence très fort. Alors juste à titre de comparatif, c'est mieux. Ouais, comparation. Ou de comparaison. Très étonnant cette L'un ou comparaison. l'autre, mais pas ce que tu viens de dire en tout cas. C'est pas grave, pardon. Donc ouais, c'est le meilleur début de saison au point depuis Michael Jordan en 1986. Donc il a fait déjà 8 matchs sur 10 sur 9 à plus de 30 points et dont quelques perfs très remarqués. Non mais c'est vrai que DeMar DeRozan nous fait kiffer. On voit, il y a du Kobe en lui, que des shoots à 2 points, à mi-distance, que du 1 contre 1. C'est un peu un trou noir. Mais clairement, il nous fait kiffer, franchement. Très fort DeMar DeRozan. On avait un peu des doutes sur cet été. Il avait dit qu'il voulait peut-être retourner dans sa Californie natale, à Los Angeles. Même les Lakers donc, avaient l'argent pour le signer. Il est resté à Toronto et c'est le meilleur choix qu'il ait fait de rester à Toronto dans la continuité. L'année dernière, il se partageait le leadership de cette équipe avec Kyle Lowry. Ouais. C'est plus le cas du tout, en tout cas au niveau du scoring. C'est lui le vrai leader de cette équipe. C'est la première fois de sa carrière, clairement. Il fait clairement gagner les matchs. Quand on a vu OKC après un départ compliqué, c'est lui qui prend les choses en main. C'est lui qui a les derniers tirs très fort, Thomas l'a dit, sur la pénétration et sur les shoots mid-range. Toujours un petit, voire un gros bémol sur son tir à 3 points. Mais c'est pas parce qu'il tire jamais à 3 points. Il est tellement fort derrière sur le drive et sur le tir à mi-distance. Et voilà, et il aide Toronto à franchir un palier parce qu'ils avaient fait une très bonne saison l'année dernière. Et là, il confirme, c'est intéressant. L'année dernière, il avait signé de moyenne 21,4 points. Donc, est-ce qu'on peut dire que maintenant, il assume sa signature, son gros contrat? C'est ça, le truc, c'est que quand il y a plus de 34 points de moyenne sur les 9 premiers matchs, déjà, rien que pour ça, c'est le 6e joueur de l'histoire à le faire. Alors, je vous le dis vite fait comme ça, Michael Jordan, on l'a déjà dit, Rick Barry, Kareem Abdul-Jabbar, World B. Free. Tu connais son vrai prénom? Tu connais son vrai prénom à lui? Non. Lloyd Bernard, c'est un vrai blaze, et Tani Archibald, donc c'est quand même une perf extraordinaire. Et puis tu l'as dit, il contribue au bon début de saison des Raptors, parce que si ils faisaient des stats comme ça et qu'ils étaient un bilan tout juste équilibré, on dirait ouais bon, comme d'habitude, c'est un scoreur. Là, ils sont à 7-2, ils sont 2e de la conférence Est, et ça marche plutôt bien. Tu l'as dit, Kyle Lowry se met de côté, joue plus juste, joue plus meneur, plus que scoreur, et il laisse clairement DeRozan faire son taf. C'est une équipe qui est bien installée autour de Dwayne Casey, qui a sauvé sa tête l'année dernière en playoff au premier tour en passant in extremis face aux Pacers. Derrière, ils vont en finale de conf, ils sont plus connaître face aux Cavs en se faisant sortir 4-2, mais c'est une équipe qui tourne bien, qui voyage bien. Valanciunas est très fort, on arrive quand même à lui donner la balle. Le contrat de DeRozan, on dit assumé. Les Raptors, ils voyagent très bien, on l'a dit aussi. Et puis il y a 2 bons rookies, Siakam et Chipotle là, il est l'Autrichien. Non, justement, non, c'est un Autrichien. Mais c'est pas mal ce qu'ils font. Donc ils ont bien compensé le départ de Biyombo. Je trouve que c'est une équipe qui tourne vraiment bien, presque à la surprise, un peu à ma surprise. Ouais, ta surprise, parce que attends, ils sont quand même finalistes de conférence. Ouais, c'est difficile de. Tu sais ce que c'est? On avait du mal à l'imaginer plus loin. Et honnêtement, ils sont revenus plus forts que l'année dernière. Et ça, il faut saluer le travail de Masai Ujiri. Justement, et en ce moment, c'est 7 victoires et 2 défaites. Est-ce qu'il confirme c'est la continuité de la saison dernière du coup? Ouais. En fait, l'année dernière, c'est vrai qu'on se disait, bon, ils ont fait une finale de conférence. C'était la première fois que cette franchise allait si loin en play-off. On se disait, c'est peut-être, ils ont tapé leur plafond. L'année d'après, ça va être difficile de confirmer. DeRozan signe un gros contrat. On connaît les joueurs une fois qu'ils ont signé leur gros contrat. Mais là, tu as l'impression que grâce à DeRozan, seulement grâce à DeRozan, qui step up énormément, et ils sont peut-être capables d'aller chercher peut-être la première place à l'Est, pourquoi pas, même s'il y a les Cavs qui sont a priori plus forts, mais pourquoi pas aller titiller les Cavs. Il y a un dernier truc par rapport à DeRozan, il profite lui aussi des Jeux Olympiques, il sort de JO, et tous les joueurs, a priori... Et pourtant, il a ciré le banc terrible. Il a ciré le banc, mais quand tu t'arrêtes pas pendant les trucs, plutôt que d'aller faire des tournées en Chine, en Europe et je sais pas quoi, lui, il a fait des JO, il s'est entraîné dur avec des super joueurs, et là, j'ai l'impression qu'on voit des résultats directs. Ouais, les progrès continuent. Bah ouais. Le prochain match de Toronto Raptors, ce sera face aux Cavs
Cavs et aux Warriors cette semaine, ça veut dire quoi? Ouais. Ça, c'est une grosse semaine. C'est un bon test. C'est un bon test. Et en plus, pour revenir aux Cavs, qui, je l'espère, en tout cas, ils pourront les retrouver en playoff. L'arme Valanciunas, pour moi, autour de DeRozan, est super intéressant. On sait que dans cette conférence Est, quand on a un grand pivot qui prend des rebonds et qui est capable de mettre des points sur du post-up, c'est toujours une arme supplémentaire. Et ça va être super intéressant déjà cette première confrontation, même s'il ne faudra pas en tirer non plus trop de conclusions. Pour la suite des news cette semaine, c'était la première victoire de Philly avec un très grand Joel Embiid. Ça, je sais que ça te fait plaisir. Ouais, je suis content parce qu'on les suit, on voit que cette équipe, par rapport à l'année dernière, il y a un avenir qui a commencé à se dessiner sur leurs 10 premiers matchs à peu près. Et puis, c'est bien de valider par des victoires. Et Joel Embiid, aujourd'hui, il a validé ça. Victoire face aux Pacers. Très sympa, les Pacers, en ce début d'année. Vraiment, des mecs vraiment cool. Joel Embiid, c'était donc 25 points, 6 sur 18. Il a un peu arrosé. Beaucoup de lancers, 12 sur 14, en seulement 26 minutes. Il est encore limité. Il est encore limité dans les minutes. Mais c'est bien. Il y a Sova Médépanier. C'est un très bon trade qu'il y a eu. Saric est très bon. Voilà. Ouais, sur le poste 4. Non, c'est une équipe, on rappelle toujours qu'il manque en plus Ben Simmons. Donc voilà, Okafor 3 minutes. Je pense que notre ami ne va pas tarder à faire ses bagages. Le truc, c'est que quand Joel Embiid, donc, qui est limité, fait pas les back-to-back, on le met au repos de temps en temps. Quand c'est Okafor qui est dans le 5, c'est mieux directement. Il a plus de ballons, ça paraît évident. Mais en fait, on a été très dur la première semaine sur Okafor, son visage et tout, mais il revenait un peu de blessure. Il faut lui laisser un peu de temps, mais va falloir quand même penser sérieusement à le transférer. Là, ça fait trop. Joel Embiid, il faut lui laisser de la place. Le jour où il pourra jouer 35 minutes dans un match, là, on verra peut-être l'énorme potentiel qu'il a, encore plus qu'aujourd'hui. On a l'impression que c'est une catastrophe de la première victoire à ce moment de la saison, alors que les 2 dernières années, la première victoire avait lieu début décembre. Le 1er et le 3 décembre. C'est déjà une progression. Donc c'est déjà une progression pour cette équipe. Puis c'est bien de valider des victoires. Voilà. Je pense qu'ils ont gagné un match en 10 matchs. Je pense que ça va en appeler d'autres. Après, attention, ils ont battu Indiana, qui est donc, on en reparlera plus tard dans l'émission, qui est au bout du rouleau. Et derrière, ils sont allés prendre une petite pilule à Atlanta, qui est une équipe bien plus solide de la conférence Est. Sans Joel Embiid, pour le coup. Autre équipe aussi qui a validé sa première victoire, c'est les Pelicans avec un Anthony Davis super fort, mais super seul. Oh là là, j'ai un peu de peine pour cette équipe, on en parle un peu souvent. Anthony Davis, c'est un des top 10 players de meilleur scoreur de la ligue actuellement. Il est tout seul, ils font des matchs, ils s'accrochent. Il déprime pas, lui. Il a déprimé quand même. Moi, à sa place, je déprimerais. Il gagne pas un match, j'ai l'impression. Il a commencé à faire la gueule, il a commencé à se plaindre un petit peu dans les médias, mais on en avait parlé. Qu'est-ce qui s'est passé autour de. Ils l'ont signé il y a 2 ans avec un énorme contrat. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour construire autour de lui? Il n'y a rien. Alors, ok, Tyreek Evans s'est blessé et Jrue Holiday est absent pour prendre soin de sa femme. Il devrait bientôt revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé autour de cette équipe? Il n'y a rien. Rien, honnêtement, c'est pour ça, je pense que devrait y avoir des changements. Ils ont un vrai diamant brut qui, lui, est en train de progresser, de montrer que ça peut être un leader, mais il va falloir mettre des mecs autour. Hein. Il ne va pas falloir qu'ils nous appellent, toi et moi, pour jouer avec lui. Sinon, ça va être compliqué. Après, moi, je veux bien venir, tranquille, salaire minimum, je suis là demain s'il faut. Non, c'est vrai, je suis d'accord. De toute façon, on est un peu déçus. On est un peu déçus parce que Alvin Gentry, l'année dernière, il y avait une petite hype. C'est quand même une équipe qui est en play-off. Et là, il ne se passe rien. Tu l'as dit, c'est un espèce de coup d'arrêt total. Et on ne voit pas trop comment. C'était il y a 2 ans, les playoffs. Ouais, c'était il y a 2 ans. Et l'année dernière, Alvin Gentry arrive. Et là, j'ai quand même l'impression que ça n'avance pas. Et les équipes qui n'avancent pas, tu peux perdre ton meilleur joueur. Alors, il ne va pas partir, il ne peut pas partir. Mais sur le principe, peut-être qu'il ne sera plus là dans l'esprit. En tout cas, il faudrait commencer par virer le coach qui peut être gentiment remercié. On avait eu un peu d'espoir. Ils ont validé aussi un match face à Milwaukee. Et puis finalement, tout de suite, défaite derrière avec les Lakers. C'est ça qui est terrible. Ils vont gagner Milwaukee où c'est jamais facile d'aller gagner. C'est une équipe un peu. Ouais, mais Milwaukee à domicile, c'est une équipe physique qui met beaucoup d'impact. Ils vont faire un coup là-bas et derrière, ils prennent une séance en encaissant plus de 120 points face aux Lakers. Voilà, c'est bon. De toute façon, il y a 82 matchs dans la saison. Ils vont forcément prendre 1 ou 2 à l'occasion, mais Dieu que c'est triste. Dieu que c'est triste. Dans l'actu aussi également, c'est Tony Parker, ça y est, qui fait ses retours sur le parquet. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir, les gars. Le meilleur joueur français de tous les temps qui revient enfin. Il a été un peu blessé, il avait manqué 4 matchs cette saison déjà. Il revient contre Détroit, 21 minutes, plutôt discret. On le voit très discret en ce début de saison. Victoire. Et puis, derrière, contre les Rockets, dans la revanche du derby texan, là, tu arrives avec un Tony Parker qui sur 27 minutes, met 21 points, met 17 points, pardon. 16 points. Ouh, 27 minutes, il met 16 points. 16 points. Et une vraie influence. On retrouve Tony Parker, fort sur le drive. Et moi, ça me rassure. Parce qu'on parle souvent de Tony Parker qui doit être plus gestionnaire. Oui, c'est vrai. Mais Tony Parker, sa force principale, c'est de mettre des points quand même. Et si Tony Parker, demain, ne met plus de points, tourne à 6 points, 6 points de moyenne, c'est pas ça qu'on lui demande. Il ne tournera jamais à 6 points de moyenne. Et de 2, Tony Parker, aujourd'hui, n'a plus besoin de tourner à 15 points par match, Thomas. Et c'est là où entre 15 et 6, c'est là où je suis pas. On peut faire 10 points, mais c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Déjà, ils perdent à domicile contre les Rockets. Et comme par
hasard, 3 jours après, ils vont gagner chez lui. Ok, il met des points, mais même contre Détroit, dans sa gestion. Aujourd'hui, il faut alimenter des gonzes qui ont faim de ballon. Ouais. Là, Marcus Aldridge, Pau Gasol, Kawhi Leonard et même Danny Green en sortie de banc. Le deuxième meneur, c'est qui dans cette équipe? C'est Patty Mills, qui est un mangeur de ballon aussi. Au bout d'un moment, Greg Popovich, qui est quand même un fin coach, il a besoin d'un mec sur le terrain sur qui il va dire fous la balle ici, fous la balle là. Contre Houston, regarde ce qu'il fait. À un moment donné, il a 2-3 bonnes séquences de drive et à une époque, il aurait continué à driver et insister. Qu'est-ce qu'il fait? Non, sur des pick and roll, il va chercher la Marcus Aldridge. Il joue tellement intelligemment qu'aujourd'hui, même en mettant 7 ou 8 points par match, son apport, il est primordial dans cette équipe. Ça, moi, je suis entièrement d'accord. Il a énormément progressé sur le rôle de meneur de jeu, le tempo par rapport à son début de carrière. Ça, je suis d'accord. Mais il n'empêche, ta force principale, c'est de mettre des points. Donc, il faut mettre des points. Je te dis pas de mettre 20 points tous les soirs. Je te dis d'être important dans les moments un peu décisifs et tout ça. Voilà, je te demande pas de mettre 10 points. Mais ce qu'il fait contre Houston, il va pas le faire tous les soirs, mais il le fera de temps en temps quand il faudra. Je crois qu'il sait se gérer. Il faut arrêter d'attendre de Tony Parker aujourd'hui d'avoir un niveau All-Star. Ce que certains, peut-être pas toi, mais ce que certains, un petit peu, on lui dit Tony Parker cramé, rien du tout. Meneur vétéran qui fait le taf dans une équipe qui joue le titre. Clairement. Voilà. Bah justement, ça change quoi le retour de Tony Parker pour les Spurs? Erwan l'a un peu mentionné. Déjà, Patty Mills n'est plus dans le 5. Patty Mills, on aime bien. C'est un fort shooter, on le sait, mais en sortie de banc, c'est un pétard un peu. Donc il joue avec Ginobili, qui joue plus meneur dans le second unit, et donc ça lui permet de prendre des tirs. Quand il était dans le 5, c'est vrai que tout le monde se marchait un peu sur les pieds, et ça marchait pas. Donc évidemment, voilà, rien que pour ça, le retour de Tony Parker est très important pour l'équipe. Pour finir, c'est Andrew Wiggins qui a signé son record de carrière cette nuit à 47 points, il me semble. Eh ben ouais, le bougre, il a été gourmand cette nuit. Et c'est bien, de toute façon, on sait que c'est un mec qui était en couveuse, qui arrivait très tôt en NBA avec des attentes énormes. On se souvient que c'était the next LeBron James. Ouais. Bon, physiquement, c'est quand même pas le même monstre, mais en tout cas, sur ce poste 2, là, il joue très grand. Minnesota, on prend un petit peu le contre-pied avec Belichick en poste 3. Parce que Lavine était blessé. Ouais, mais en tout cas, ça marche. Et sur ce poste 2, là, où il est beaucoup plus athlétique que les mecs d'en face, mais il a fait un véritable carton. Et voilà, et je pense que c'est pas le premier de la carrière d'Andrew Wiggins. Non, c'est clair, mais il y a un truc, alors il met 47 points record en carrière, c'est normal qu'on en parle et tout ça, mais quand je regarde ses stats sur la saison, évidemment tu mets 47, ça booste ta moyenne de points, mais 26 points de moyenne, 4 rebonds, 2 passes, 54% de réussite à 3 points. Et là, c'est une vraie nouveauté dans le jeu de Andrew Wiggins, qu'on connaît plutôt fort sur l'un contre un, en post-up, il peut faire des step back, voilà, lui aussi, tu vois, c'est comme des DeRozan, des trous noirs, les mecs font très peu de passes décisives, mais quand il a la balle au post-up, il va marquer. Là, il met dedans, extérieur à 3 points. Et là, ça change, la dimension de son jeu peut clairement évoluer de fou, quoi. Le retour de Ricky Rubio est à noter dans cette équipe. En Cannes. Voilà, en Cannes. Bielica très bien sur le poste 3. Alors que c'est un truc qu'il n'a quasiment pas fait en Europe de jouer poste 3, c'était un poste 4, le meilleur de Euroleague il y a 2 ans. Non, c'est bien ce que font les Wolves, mais ce qu'on disait avec Steph ce matin dans le breakfast, c'est que je pense que c'est une équipe qui a eu du retard à l'allumage, mais qui va monter crescendo. Il y a un vrai effectif, il y a un vrai talent. Est-ce qu'ils sont en train de monter en régime? Clairement. Moi, je pense qu'ils sont en train de. Il va leur falloir un vrai match référence, mais je pense qu'entre Karl Anthony Towns, tu vois, hier, Wiggins met 47, Towns met quand même 22. Il met des gros tirs. Voilà, il met des gros tirs. Donc voilà, c'est une équipe qui, avec le retour de Rubio, ça va mettre un peu d'ordre, j'espère, à l'image de Tony Parker avec les Spurs. Et je pense que c'est une équipe qui va monter crescendo. Il va falloir quelques victoires références, mais je les sens bien. C'est peut-être la plus grosse hype du début de saison. Enfin, pendant l'été, on se disait, avec l'arrivée du coach Thibodeau, Wiggins qui arrive entre guillemets à maturité, Karl Anthony Towns qui sortait d'une grosse saison rookie, beaucoup de hype autour, et c'est vrai que le léger retard à l'allumage. C'est-à-dire que pendant une semaine, on se dit c'est pas si top que ça. Mais là, c'est vrai que c'est contre les Lakers, donc c'était pas non plus un truc de fou. Mais si tu valides tu vois, dans la 3e semaine de NBA, quelques victoires importantes, tu fais des coups défensifs, parce qu'on les attend un peu de ce côté-là aussi. Oui. Voilà. S'ils arrivent à valider ça, c'est vrai qu'on pourra dire oui, peut-être qu'ils vont jouer les playoffs, parce que c'est une équipe prétendante. Bon, ben voilà pour l'actu. On passe au débrief du match. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Hier soir, eh bien, on a assisté, on a regardé, j'espère que vous avez regardé, les gars, forcément. Sur Snapchat, voilà. On a une petite équipe à la maison à manger des pizzas. Adjo Lala, Mathias Duché, Coach Jordan, Wax, on avait une belle équipe. Oh, bah, moi, je n'étais pas invité, mais bon, c'est pas grave. Hein. Les Charlotte Hornets donc, sont allés voir les Cavs, mais ils ont perdu. Ils ont perdu dans un match, dans un petit match de NBA, comme on a souvent l'occasion de le voir. Les dimanches très tôt comme ça. C'est un match où les Hornets ont fait bonne figure pendant quelques temps, mais j'ai pas l'impression non plus qu'ils ont joué pour gagner. Et en face les Cavs ont fait le strict minimum, le métier, mais pas plus. Non, mais c'est vrai que sur le déroulé du match, donc il y a le premier quart-temps où les Cavs directement mettent plus 10, ils mettent dedans, ça se passe très bien. Et les Hornets ont du mal, on sent que c'est un match à midi, tu vois, il n'y a pas de canne et tout ça.
On a vu Michael Gilchrist qui a tiré comme. T'as l'impression que c'était un franchise player de fou. Dès qu'il avait la balle, il allait au panier. C'était très étonnant. Agressif. On dirait qu'il était en essai. Ouais, c'est ce qu'on disait. C'est une Summer League. Il faisait un essai, le mec. Donc après, ils reviennent. Ils font Kemba Walker met des tirs. Nico Batum est plutôt pas mal. Mais en fait, c'est sur la fin de match où on sent quand même que les Cavs sont meilleurs. Enfin, on le savait. Hein. Personne n'a parié contre eux, j'espère. mais c'est vrai que sur la fin de match, ils sont imposés avec un LeBron qui a déroulé sur la fin du game. Justement, tu parlais de Nico Batum, où il en est dans sa saison, comment ça se passe à Charlotte pour lui? 15 points, 9 rebonds, c'est des stats plutôt honorables. 7 passes, donc c'est des stats qu'on aimerait le voir répéter plus souvent. Le truc, c'est ce qu'il va vous dire, je fais 15, 9 et 7, mais on perd. Je préfère faire 10, 7, 7. Mais sur le principe, il a raison. Maintenant, on a besoin d'un Nico Batum, enfin son équipe a besoin d'un Nico Batum plus tranchant, plus capable, plus agressif. Alors, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aimerais le voir comme ça. Ce matin, je me suis rematé le match pendant que tu étais chez Jacques pour te faire une belle coupe. Et alors oui, on peut reprocher des choses à Nico Batum sur ses stats. On aimerait qu'elles soient un peu plus ronflantes par moment et tout. Mais est-ce que des fois, par moment, j'ai l'impression, est-ce qu'on va le chercher tout le temps? Quand je vois hier Michael Gilchrist qui prend des tirs comme ça en première intention et tout, est-ce qu'au bout d'un moment, au niveau du coaching, on ne peut pas mettre des systèmes imposés pour Nico Batum? Les seuls systèmes, c'est pour Kemba qui a un talent supérieur déjà à Kid Gilchrist, qui a un contrat bien supérieur aussi à Kid Gilchrist. Donc pourquoi pas au bout d'un moment que Batum bénéficie de certains systèmes beaucoup plus tôt dans le match. Ce qui ça a été le cas en deuxième mi-temps où il commence à mettre des tirs et à prendre des responsabilités. Mais très tôt, ça arrive pour moi trop tard dans le match. Au bout d'un moment, il faut l'impliquer beaucoup plus, Nico Batum, qui naturellement n'a pas ce charisme pour aller lui prendre les ballons, jouer du 1 contre 3, du 1 contre 4. On l'a vu faire quelques trucs, tu vois, des N1 à distance, quelques tirs sortis d'écran. Mais j'aimerais bien que dans le jeu, on ait des systèmes pour lui annoncer plutôt. Kemba Walker hier n'est pas dans un grand soir, mais la deuxième option, ça devrait être lui. En tout cas, la deuxième option extérieure. Et quand je vois Kid Gilchrist qui a un trou noir, poulet sans tête, 1 contre 4 et tout, mais qu'est-ce que tu fais, mon grand? Tu vois ça? Non, mais c'est. On a lui, c'est les autres comme ça. Non, lui, c'est pas moignon. Lui, il a des coups directs. Lui, c'est au coude. Non, mais je comprends pas, en fait. Tu vois, et hier, finalement, ils sont pas loin à un moment donné, les Hornets. Mais ça manque un peu de cohérence. Donc peut-être un petit peu plus définir les rôles de chacun. Kemba Walker, ok. Et derrière, j'aimerais bien que Nico Batum ait aussi plus de système pour lui. Ce mec-là, tu lui as fait les 120 millions cet été, qu'il ait un peu plus de système et plus de tirs. En tout cas, la stat du match, c'est Kevin Love qui signe un double-double alors qu'il ne joue pas le 4e quart-temps. Assez incroyable, ils finissent avec un 5. Comme d'habitude, Kevin Love est gavé en début de match et il met dedans, il est super bon. Il arrive à 17 points très rapidement. Il est en double-double au 3e quart-temps. Et puis, Kevin Love... il va s'asseoir, merci, allez, bonsoir. Et il regarde les copains jouer à la fin du match. D'ailleurs, ça nous a provoqué une réaction. Hier, on s'est dit, mais c'est quoi ces 5 majeurs pour terminer le match? Donc LeBron, McRae, Jefferson, Shumpert, Fry. Il est où Kyrie, où est Kevin Love, où sont nos gars de fin de match? Alors je pense que Tyronn Lue, il sait que la saison est très longue, que c'est une équipe qui se laisse naviguer comme ça, et ils n'ont jamais eu vraiment peur en fait. Ils n'ont jamais eu peur. Et donc tout le 4e quart-temps, ils l'ont fini avec ce 5-là, ce qui était très étonnant. Mais pour revenir à Kevin Love, moi je le trouve bien en ce début de saison. Il fait des stats, il prend des rebonds. Je ne vais pas dire qu'il est devenu grand défenseur, mais il fait les minima, et puis il est très adroit. Donc ouais, pas mal Kevin Love. Est-ce qu'on sait justement pourquoi il est resté assis sur le banc alors que c'était un match serré finalement? Les Cavs font un très bon début de saison. Ils sont déjà bien huilés de ce qu'on a vu sur leur première sortie. Maintenant, peut-être que Tyronn Lue a besoin de chercher un petit peu des solutions sur son banc. Il fait grailler. McRae, par exemple, il le fait grailler pour voir ce qu'il peut faire. Lui, par contre, je suis vraiment pas convaincu pour le coup. Mais peut-être hier, on voit Channing Frye aussi qui apporte des choses, ce qui n'était pas le cas l'année dernière sur les playoffs ou en finale où il est complètement benché. Peut-être qu'il cherche aussi des solutions, qui préparent l'avenir et ce signe peut-être aussi que son équipe tourne bien, mais qui prépare un petit peu peut-être des déplacements plus compliqués. Justement, le joueur du match, c'est Channing Frye avec 20 points pour les Cavs. 6 sur 12 à 3 points, et puis des gros tirs en fin de match. On a retrouvé le Channing Frye qu'on a vu pendant les playoffs, jusqu'en finale NBA où il avait complètement disparu. Non, il a été très important, et puis clairement c'est l'homme du match, puis 6 sur 12 à 3 points, ça reste incroyable pour un poste 5. C'est sa qualité première. Et il finit le match. Et c'est peut-être aussi une des explications au fait que Kevin Love ait été benché. C'est peut-être que Channing Frye, dans ce même registre de poste 4 au large, qui shoot et mis dedans. Après, il n'y a pas Thompson non plus, tu vois, sur le terrain. Il joue vraiment 5. Peut-être qu'il essaie des choses. Peut-être qu'il veut remettre des mecs au repos d'ici. Il a anticipé le calendrier. Et peut-être qu'il voudra jouer avec ces mecs-là. Plus responsabiliser les gens. Responsabiliser aussi un maximum de joueurs. C'est aussi la garantie que tout le monde soit concerné dans le projet. Donc c'est du bon management. C'est du bon management. Et puis en plus, il gagne. Ouais, clairement. Donc victoire logique des Cavs cette nuit. On passe au débat. Les Clippers enregistrent une seule défaite en 10 matchs. Les gars, j'ai envie de vous dire, peut-on y croire?
Jusqu'où vont-ils aller? Je ne sais pas. Non, bien sûr, faut pas y croire. Alors, j'ai envie de te laisser commencer, Thomas. Ouais, bah alors les Clippers, 10 matchs, donc 9 victoires, meilleur départ de l'histoire de la franchise, donc c'est clairement à souligner. C'est une équipe qui, j'ai l'impression, sur ce début de match, c'est un échantillon très court quand même de la saison. Sur début de saison, ouais. J'ai l'impression qu'ils sont plus matures. Voilà. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit et cette maturité se traduit en défense. C'est le truc le plus évident, tout le monde l'a vu. Ils sont meilleurs défense de la NBA. Et je suis allé regarder un peu les stats, les analytics, comme on les appelle. Sur 100 possessions défensives, l'année dernière, ils encaissaient 103,8 points. Cette saison, ils sont à 94,7. Donc, énorme changement de philosophie de l'effectif. Ils ont dit, on va se reconcentrer en défense. Il y a un autre truc qui m'interpelle. On s'est dit, Erwan, mais c'est pas abondant. Alors, désolé de le dire comme ça, mais cette équipe, c'est pas abondant. C'est peut-être la volonté de Doc Rivers aujourd'hui de dire, les gars, Lob City, c'est super cool, ils font toujours des alley-oops parce que c'est des athlètes. Mais aujourd'hui, ils sont concentrés sur un truc, gagner les matchs. Donc c'est beaucoup moins beau, peut-être, mais c'est hyper efficace. Donc moi, je les vois vraiment plus matures en ce début de saison. Alors moi, la métamorphose des Clippers, tant mieux. Et je salue le sérieux des Clippers quand je regarde... Non, mais c'est vrai, quand je regarde un match, défensivement, il y a des rotations. Dédé Jordan fait des efforts énormes. Il y a un vrai sérieux offensivement aussi. C'est moins foufou que par le passé. Même si notre ami Jamal Crawford, je pense qu'un jour, il va faire une indigestion de ballon. Ouais. Non, il aime trop ça. C'est incroyable. Mais par contre, moi, je pense qu'ils sont simplement, tu parles de maturité, moi, je n'irai même pas jusqu'à là, je pense qu'ils sont simplement en avance sur les autres équipes de la Ligue en le moment. Voilà, ils ont fait peut-être une meilleure prépa, mais un meilleur camp. Mais en tout cas, donc, voilà. Les 29 pour moi, ils sont là. Mais écoute, regarde, je vais te dire. Pour moi, les défenses, de manière générale, ne sont pas en place dans ce début de saison. Il y a 18 équipes qui scorent quasiment 104 points ou plus. C'est énorme. Ouais, donc les défenses ne sont pas en place. Tu vois, moi c'est ça ce qui me saute aux yeux, c'est que on voit les Warriors, j'en parle même pas, mais de manière générale, les défenses ne sont pas en place. C'est pour ça qu'on voit des scores très élevés et tout. Et eux, les Clippers, pour le coup, ils ont accentué là-dessus, ce que Doc Rivers sait faire, et ils sont en avance pour l'instant là-dessus. Mais je pense que dans le temps, parce que finalement, qu'est-ce qui a changé chez les Clippers? Pas grand-chose. Dans l'effectif, rien. Pas grand-chose. Ils ont récupéré un mec, Brandon Bass, Mary Speights, mais Mary Speights, il ne va pas révolutionner le jeu des Clippers à lui tout seul. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et j'ai du mal à croire à cette métamorphose des Clippers, même si elle est belle à voir sur ce début de saison. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on a enfin la patte Doc Rivers ou pas? En fait, le truc, c'est que Doc Rivers, on sait, il vit sur un titre de 2008 avec Boston. Ça fait presque 10 ans maintenant. Il arrive avec beaucoup d'ambition aux Clippers, à Los Angeles, avec Chris Paul qui arrive à peu près l'année d'avant, 2 ans avant, Blake Griffin qui est à maturité. Il y avait beaucoup d'attentes. Alors, est-ce que c'est de son fait à lui? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, c'est l'état d'esprit que j'ai envie de souligner. Et ça, on ne peut pas l'enlever au coach. À un moment donné, le coach est aussi là pour ça. Et moi, je souligne le sérieux, je te l'ai dit. Voilà. Oui, mais ça, on peut. Voilà, il faut le mettre en avant. Aujourd'hui, quand les résultats confirment un sérieux dans le jeu, tu es obligé de dire, oui, ils ont l'air d'avoir progressé. Rien que ça. Donc, je pense que clairement, c'est la patte de Doc Rivers. Aujourd'hui, mettre Luc Richard Mbah Moute dans le 5. Qui est bon en défense. Le deuxième 5 avec Austin Rivers qui est bon en défense, Erwan. Tu peux pas lui enlever ça. Le deuxième 5 avec Austin Rivers qui s'est mis à défendre. Même le deuxième 5 est bon. Donc au bout d'un moment, c'est le management qui fait. En avance. Ils sont en avance sur beaucoup d'autres. Ils sont même en avance sur les Spurs. Ils sont en avance sur les Warriors. Mais je pense que ça va, que la balance va se donc tu es en train de me dire que cette équipe-là peut viser une finale de conférence avec dans les ailes, avec en poste 2 JJ Redick et en poste 3 Luc Mbah Moute, qui selon son coach est le meilleur défenseur de la ligue. Donc avec ça, on va en finale de conf. Pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas? Parce que là, tu es en train de me dire ça dans les ailes. Moi, je peux dire aussi sur le poste de meneur, ils ont les tout meilleurs. Sur le poste 4, ils ont les tout meilleurs. Enfin, tu vois. D'accord. Alors oui, parlons de Blake Griffin, qui pour le coup, énorme maturité. Je le trouve très bien dans le jeu. Vrai leader. Pareil, il fait des efforts défensifs et ça change beaucoup de choses. Mais pour moi, il manque l'axe Blake Griffin. Chris Paul marche bien, DeAndre Jordan fait du DeAndre Jordan, mais en playoff, Thomas, quand ça va se resserrer, on sait très bien qu'est-ce qu'ils vont faire les gens. Non, mais attends. Moi, les playoffs, non, mais on parle de finale de conf. Je te dis que moi, j'attends de voir quand Dédé Jordan, on va lui faire du hack et qu'il va pas mettre un lancer franc. Je vais voir quand il va être vraiment dans le dur. N'oublie pas que face à OKC, leur seule défaite, ils se sont fait rentrer dedans. Chris Paul est passé complètement au travers dans son duel avec Russell Westbrook. Voilà, c'est une équipe qui, quand elle s'est fait, la seule fois elle s'est fait bousculer de la saison, ils ont perdu. Clairement. Non, oui, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Non, mais oui, pour revenir sur Blake Griffin, qui est à 20 points, 9,8 rebonds, 3,4 passes, on sait que c'est un bon passeur, 46% au tir. Blake Griffin, c'est vrai, en fait, c'est peut-être le visage de ce début de saison. On voit un peu moins Chris Paul, même si dans les stats, c'est toujours très sérieux, voilà, des points, des passes et tout ça, mais c'est vrai que Blake Griffin, déjà, on le voit très à l'aise avec la balle. Ouais. On s'est fait cette réflexion-là, il a toujours eu un bon dribble, même rookie, tout le monde dirait c'était une brutasse.
Même requin et rookie, il avait des trucs, voilà, je sais pas, de talentueux, des fulgurances de temps en temps. Là, il fait des petites passes, des passes lobées, des machins, ça marche. Il est beaucoup plus bien. juste dans le jeu. Mais moi, il shoot moins 3 points, on le sent épanoui, il est beaucoup plus juste. Et il a l'air d'être beaucoup un peu plus meilleur en défense et aussi. beaucoup plus efficace. Et je pense que le fait que défensivement, il soit plus concerné, ça change beaucoup de choses. Ouais. Parce que quand tu te sens concerné défensivement, après derrière, tu as envie de valider en attaque. Mais Erwan, qu'est-ce qu'on leur tapait dessus? Pourquoi en playoff? Parce qu'on parlait des playoffs. C'est Chris Paul qui met pas les gros tirs à la fin de match et Blake Griffin qui défend pas. Si déjà l'un des deux, donc Blake Griffin, s'y met un peu en défense, ça peut pas faire une énorme différence sur les playoffs. Alors on s'avance, hein, parce que ça se trouve qu'ils vont se cracher dans un mois et ce débat il servira à rien. Mais sur le principe, moi je les vois comme ça, avec un Blake Griffin qui a l'air, qui a 26 ans, 27 ans, il arrive à maturité ce gars-là. Alors moi je parle pas de crash, moi je pense pas qu'ils vont faire un crash, je pense qu'ils vont faire, c'est une bonne équipe de saison régulière, une très bonne saison régulière, qui vont être qui vont être dans le coup. Après c'est aussi un message qu'ils envoient pour dire nous les gars on est prêts. Warriors, Spurs qui se cherchent encore un peu mais ça va mieux, Rockets qui fait des coups mais qui... Nous, on est prêts. Si vous n'êtes pas prêts, vous allez manger. Mais je pense qu'à niveau égal, face au top 3, top 4 de l'Ouest, je pense qu'intrinsèquement, ils sont moins forts. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais je salue le sérieux de ces Clippers qui n'ont pas toujours été. Très bizarre d'ailleurs de dire ça sérieux et Clippers en même temps. Mais ouais, mais parce que c'est ce qu'ils sont. En parlant de cette fin de saison, à la fin de saison, Griffin aura player option. Ouais. On sait qu'il est originaire de Casey. Quelle est la meilleure option? Qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il pourrait faire? Dans sa maturité, je pense que ça joue. On connaît les joueurs NBA quand ils sont en fin de contrat, en tout cas potentiellement en fin de contrat. Ils sont très forts. Voilà, Marvin Williams, c'est le premier mec, il est toujours très fort deux fois. Quoi. Mais ouais, ça transcende parce que tu es sérieux, parce que regarde Nico Batum, il fait sa meilleure saison l'année dernière, il est en fin de contrat. Voilà, les mecs sont hyper impliqués et hyper sérieux. Alors on se pose la question de peut-être pourrait-il aller à OKC, ça va être compliqué en termes de contrat, machin, C'est sûr, il va opt-out parce que c'est le moment pour signer des méga super contrats. Aujourd'hui, parce que c'est 21 millions la saison prochaine, autant dire qu'aujourd'hui, il peut prendre 130, un mec comme Blake Griffin, il peut en prendre 30, 150 sur 4-5 ans. Mais ouais, Blake Griffin, on va se poser la question très rapidement si ça ne matche pas. C'est toujours pareil. Kevin Durant parle l'année dernière parce qu'ils perdent en finale de conférence. S'ils vont en finale, je suis sûr qu'ils restent. Blake Griffin, ça va dépendre de comment va se passer la saison régulière, puis les playoffs ensuite. Bah justement, est-ce qu'on peut les imaginer en finale de conf cette année? On peut les imaginer en finale de conférence. On peut les imaginer. Écoutez, on peut les imaginer. Moi, les gens qui rêvent, j'aime bien les laisser rêver. Alors rêvons ensemble. Et tu vas enfin mettre ton foutu pyjama s'il passe. Rêvons ensemble. Et chez moi, ça fait 2 ans qu'il est chez moi le pyjama. Le pyjama des Clippers. J'ai un pyjama des Clippers. S'ils vont en finale de conf, je le mets et je reprends le pari cette année. Okay. Alors pour le peignoir des Cavs l'année dernière, je ne l'ai pas le peignoir, donc c'est compliqué à trouver. Mais le pyjama des Clippers, je l'ai vraiment et promis, je le mets s'ils vont en finale de conf. Mais à mon avis, je risque rien. Ouais. Alors pour finir les gars, est-ce qu'on croit ou pas aux Clippers? On y croit parce qu'il y a du sérieux, mais voilà, après pour moi ça manque trop de talent autour de l'axe fort Griffin, Chris Paul. Ouais, moi j'ai envie d'y croire. Ils m'ont plutôt convaincu sur ce début de saison. Voilà, la saison est très longue, mais 9 victoires, meilleur départ de l'histoire de la franchise. J'ai envie d'y croire. Bon, bah ok, on enchaîne avec le top 5. Comment soigner les Indiana Pacers, les gars? Vraiment, 29e défense de la Ligue, c'est-à-dire, autant dire, avant-dernier. Avant-dernier, c'est ça. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Peut-être qu'on pourrait revenir à une défense en béton. Bah alors, Larry Bird avait décidé cet été de changer un petit peu de style. Out Frank Vogel qui avait fait plutôt du bon boulot autour d'une défense solide, du bon boulot, du très bon boulot même, avec un jeu un peu plus ouvert, open court comme on dit, où ça court un peu plus du jeu de transition. Le problème, c'est que pour l'instant, la greffe, elle est catastrophique, que ce soit avec le nouveau coach Nate McMillan et dans le jeu. Donc oui, je pense qu'au final, quand une équipe va mal, la première chose à faire, c'est se regrouper derrière une bonne défense. Mais est-ce qu'ils ont les joueurs pour? Je ne sais pas. Mais oui, clairement, il faut se remettre à défendre un minimum. Petit point stat, alors on parlait donc là, c'est les analytics encore une fois. Donc cette année, ils encaissent 110 points par 100 possessions, ce qui est énorme. 2013-2014, donc Frank Vogel est là, ils sont encore finalistes de conférence contre le machin, ils encaissent moins de 100 points, 99 par 100 possession. Donc ça fait quand même 10 points d'écart, les gars. Va falloir se remettre à défendre parce qu'on parlait sans revenir à la défense en béton, ce qui serait une bonne solution, je pense. Juste défendre un peu. Voilà, juste défendre un peu parce que là, aujourd'hui, ça ne défend plus du tout. Et on sent Paul George qui n'y est plus du tout. Et Paul George, c'est un fort défenseur et c'était un leader de défense avant. Et là, il ne l'est plus du tout. Donc revenir un peu à ce qui les a amenés au haut niveau finalement. Départ de George Hill qui était aussi un fort défenseur, de Roy Hibbert, qui mettait des grosses pressions. Donc tout le monde est parti, David West, ça fait un petit moment qu'il est parti, mais ça fait 2 ans. Mais oui, donc c'est une équipe qui ne défend plus et même en attaque, c'est très brouillon. C'est sur des exploits offensifs, pardon. Donc on ne reconnaît pas cette équipe du tout. En numéro 4, on envisage un Monte Ellis en 6e homme.
Ben ouais, ils ont un banc. Retenez qui est blessé pour le moment. Ils ont un banc qui n'apporte pas grand-chose, même si CJ Miles met des paniers. Et Monte Ellis, dans titulaire, ça se marche dessus avec Jeff Teague. Donc pourquoi pas. C'est les mêmes profils. Ouais, c'est les mêmes profils. Donc même si Jeff Teague est quand même un meneur naturel. Oui, mais alors pourquoi pas faire sortir un mec comme ça, une espèce d'électron libre qui sort du banc pour amener des points et rééquilibrer l'équipe et mettre sur le poste 2 peut-être un fort défenseur. Et ça se trouve. Non, enfin, pardon, mais en fait, le problème, c'est que dans l'effectif, ils n'ont pas. Ils ont CJ Miles, qui est peut-être le meilleur joueur en début de saison, 14 points à 50% de tir. Mais clairement, il faut un défenseur dans cet effectif. Sur le poste 2, un mec qui ne demande rien, genre André Robertson, Tony Allen, ce genre de profil, qui vont juste se mettre sur le meilleur joueur adverse, sur le meilleur meneur, par exemple, et dire, vas-y, toi, je vais t'éteindre. Et tu vois, c'est peut-être comme ça qu'ils vont pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est Paul George comme obligé de s'y coller pour que ça soit le plus efficace. Et derrière, c'est lui qui doit quand même marquer 25 points par match. Ça fait un peu beaucoup pour le bonhomme, quoi. Clairement. En numéro 3, arrêtez de faire jouer Al Jefferson. Ouais, faut arrêter la blague. Au bout d'un moment, Jefferson, il a 15 kilos en trop. C'est Dumbledore, mon frère, il est vieux de fou. Il a 76 ans. De fou. Oh, vous n'êtes pas sympa. Mais non, mais nous, Il a assisté à la première de Rocky. Non, mais Al Jefferson, c'est un fort joueur offensif, on le sait. Là, aujourd'hui, il a 7,8 points, 5 rebonds. Alors qu'en carrière, il est à 16 et 8,9. Il joue 16 minutes. Il joue 16 minutes. Et puis surtout, au-delà de la défense, ils veulent un basket où ça court, mais ce mec-là, le temps qu'il fasse l'aller-retour, la lumière, la salle de la lumière est éteinte. Tu passes quand même d'un duo, il y a 2 ans, quand ça marchait bien, défensif Roy Hibbert sur poste 5, Roy Hibbert, Yann Maïmi, donc les deux, ils se tiraient la bourre, ça défendait dur. Là, c'est quand même Miles Turner qui est encore jeune et tout ça, et Al Jefferson. Alors, je veux bien qu'on joue l'attaque, et tu l'as dit, il ne match même pas pour l'attaque. Donc, en fait, c'est un non-sens de l'avoir pris. Exactement, surtout que je te dis, l'année dernière, Yann Maïmi fait une très bonne saison, juste sur de la course. Ouais. Un grand qui court dans l'axe, qui demande des ballons, donc, et qui défendait. Alors là, cette fois-ci, ils ont un autre Français, c'est Kevin Séraphin, c'est pas lui qui va changer la donne défensivement, mais au moins en attaque, il va courir. Là, au moins, Kevin, il a cette faculté-là, et puis il va mettre des points. Il va mettre des points. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il joue, il met des points. Faut arrêter avec Al Jefferson. C'est des mecs en fin de carrière qui ont été blessés, il avance plus, terminé. Le basket moderne, c'est plus pour lui. Bon, est-ce que l'autre solution, ce serait peut-être de couper le coach Nate McMillan? Est-ce que c'est pas une erreur de casting? Mais pour l'instant, c'est une erreur de casting. C'est une erreur de casting, en tout cas dans ce que vous. Mais alors, Nate McMillan, qu'on a connu avec les Portland Trail Blazers, n'était pas un coach offensif. Et là, d'un coup, donc on veut jouer offensif et on fout un coach qui n'a pas une philosophie offensive. Mais qui était assistant de Vogel, qui n'est pas un coach offensif. Ça fait beaucoup, tu vois, au bout d'un moment. Clair. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas l'impression qu'il a un peu savonné la planche à Vogel avant. Il était là, il s'est montré. Hop, tac, je suis là. Boum, il prend le poste de head coach. Et là, c'est un peu cata, quoi. Et surtout, le problème, c'est, en fait, au-delà du jeu pur, il y a beaucoup de déclats qui sortent. Les Paul George, les mecs se sentent pas bien. Il n'y a pas d'alchimie, ça marche pas. Et ça, c'est clairement la responsabilité du coach. Et là, si ça ne step up pas rapidement de ce point de vue de l'état d'esprit, je me dis qu'il va se faire couper, clairement, rapidos. Ah ben, perdre à Philly, ça fait tâche quand même. Hein. Ah oui. Perdre à Philly, ça fait vraiment tâche. Puis ils ont gagné des matchs très compliqués après prolongation. Non, ça sent le caca à Indiana. Carrément. Ben, en plus, dans l'Indiana, c'est un peu la campagne. Donc. Peut-être que la vraie solution est là, les gars, faire rejouer Larry Bird. Ben oui, au bout d'un moment, les mecs ils sont tellement au bout du roulax que l'autre, avec son dos en bois, il fera pas pire que d'autres. Hein. Bon, il avait tout sur son temps, le Kevin, mais pourquoi pas? Il va mettre des tirs. Ah, ça, il mettra des tirs toute sa vie. Après, je suis pas sûr que c'est lui qui va changer le visage défensif de la franchise, mais au moins, on rigolerait, quoi. Au moins, ça serait marrant de revoir Larry Bird, qui déjà en 92 n'arrivait plus à marcher. Donc, t'imagines en 2016. C'était à 25 ans presque, quand même, notre affaire là. Respectons le dieu qu'il a été. Moi, si je peux le revoir sur un terrain, je veux dire. Mais oui, non, c'était pour la blague. Mais en tout cas, ça montre bien que les solutions sont très limitées à Indiana. Il va peut-être falloir resserrer la rotation. Mais moi, je te dis, il faut changer des choses. Il y a des mecs sur le banc qui jouent pas ou peu. Il faut les relancer. Juste pour rappel, Erwan, tu les voyais top 3, top 4 en début de saison. Top 4, mais sur le papier, quoi. Sur le papier, moi, je trouvais que la grève Jeff Teague, c'était une très bonne idée. Et au final, j'étais loin de m'imaginer que ça pouvait être aussi tragique que ça. Bon, ben voilà pour le top 5. Et puis nous, on passe à la rubrique All-Star ou All-Star. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. Alors Erwan, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Quel est ton All-Star de la semaine? The Greek Freak. The Greek Freak. Giannis Antetokounmpo. Bien dit. Ouais. Okay. Ah oui, quand même, attends, ça va. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de mal à prononcer les noms des joueurs. Mais nous n'appartenons pas à cette équipe. Giannis Antetokounmpo, le grec des Milwaukee Bucks, très très fort en ce début de saison, omniprésent pour son équipe, il fait tout sur un terrain. Il fait tout, plus de 21 points par match, plus de 8 rebonds, plus de 5 passes. Alors il y a LeBron James sur le poste 3 all-around, mais derrière,
Alors oui, il y a Kevin Durant et tout, mais ce qui est en train de réaliser ce mec-là, des deux côtés du terrain, c'est impressionnant à voir. Il met des dunks dans les poires des mecs. C'est un leader défensif. Il doit encore progresser dans le tir, mais il me régale vraiment et c'est vraiment le futur de la ligue. Mais il est super jeune, de toute manière, il aura le temps. On sait bien que l'adresse, ça vient avec le temps. Tu sais quoi, quand tu racontais ça, ça me faisait penser à Steve Brown, donc Mr. Steve, qui, quand Giannis fait des doubles pas du milieu de terrain parce qu'il a des jambes énormes, le mec fait 2-10, il est délié comme pas possible. Steve fait, mais il n'y a rien d'impressionnant, franchement, même moi je le fais. Je fais, mais quoi, dis-lui, Erwan, s'il te plaît. Il abuse. Il parlait sur un marché. Ouais, c'est parce qu'il y avait 3 pas, mais ça passe. Ce pire, c'est que Steve Brown a autant de flow que Giannis sur Antetokounmpo. On vous laisse le juge, évidemment. Hein. Il joue tous les samedis soirs avant. Bon, petite pensée pour toi, Steve. Alors, et toi, ton All-Star de la semaine? Moi, c'est le court, nos amis de Portland, Damian Lillard et CJ McCollum qui... évidemment, il y a Steph Curry et Klay Thompson, mais c'est peut-être le meilleur backcourt aujourd'hui en NBA. Donc, Damian Lillard est à plus de 30 points de moyenne, c'est énorme. Et CJ McCollum à 22 points de moyenne. Donc, ces deux mecs-là font gagner leur franchise. Et puis, ils prennent beaucoup de matchs. Et puis, McCollum progresse encore. Et tu as l'impression que si ces mecs-là se retrouvent dans une série de playoffs, ils peuvent la remporter. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de se dire ça. Moi, je les vois contre les Warriors, je me dis, pourquoi pas? Et rien que ça, c'est déjà un truc de fou. Donc, clairement, c'est voilà mon All-Star, c'est mes deux petits copains qui sont que dans le tir, je les kiffe. Moi, cette semaine, je n'ai pas un All-Star, mais 2 All-Stars. Si je fais ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça sent la... Samba de ouais. Est-ce que je peux avoir une petite samba, les gars? Voilà, forcément, je voulais vous faire un petit clin d'œil grâce à ce petit gif, c'était bien sympa, ça. C'est Demar DeRozan qui nous a inspiré la samba des Toronto. Ouais, et puis des bons pronos aussi. 6 sur 6 cette semaine, 7 sur 7 avec les Cavs hier. Ouais, pas mal. Parfait. Bravo pour les pronostics. Les All-Stars de la semaine alors. Alors moi, mon All-Star, c'est les arbitres NBA qui, au bout d'un moment, ont une latence. On en a parlé un petit peu avec Antetokounmpo sur les marchés. Alors moi, je suis pour qu'on laisse sur les départs directs, qu'on soit pas le ballon tape avant que le pied d'appui se lève. Voilà. Si on est trop proche du texte, c'est chiant et ça nuit au jeu. Par contre, au bout d'un moment, le basket, c'est 2 pas, les amis. Sinon, ça s'appelle du handball. Et quand des athlètes, en plus, on leur laisse faire 3, 4, 5 pas, ça n'a plus aucun sens et le jeu en devient dénaturé. Donc, ça serait bien qu'on revienne un petit peu aux règles de la NBA, du basket pur. On sait qu'en NBA, on laisse de la latence et c'est tant mieux pour le spectacle. Sur les départs, on a dit croisés, surtout les départs directs. Même sur les step backs. Ouais, sur les step backs, c'est pas très grave et tout, parce que si les meilleurs, il met un gros tir, mais le mec qui part des 3 points et qui fait 5 pas, ça veut plus rien dire. Et ça perd en crédibilité. Clairement. Et toi, le tien? C'est les potes d'Erwan, là, les Knicks. Ils vont où, tes gars, là? Pas grand chose. Ils sont dans la night, je pense. Ouais, ils vont dans la night. Ils vont dans la table night. réservée déjà et tout. Non, parce qu'ils font un peu de peine. Ça fait partie de ces équipes pleines de hype pendant l'été, avec un très beau recrutement qu'on comprend tous. Hein, il faut du clinquant à New York. Bon. Mais là, Jeff Hornacek, il est là, il est assis comme ça. Et il fait rien pendant les matchs. Il est là, il s'en fout. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un énorme problème. J'espère que ça va se rectifier très rapidement, peut-être en changeant de coach là aussi. Sinon, il a l'habitude, hein. Il passe à la compta, prendre son hand check. J'ai déjà entendu celle-là. Oui, bah, ça fait 20 ans que je l'entends. Ben non, c'était avec Phoenix. Là, c'est ça fait pareil avec New York. Ouais, donc voilà, c'est les Knicks, mais pas All-Star. Ils sont clairement pas All-Star. Je suis assez d'accord avec Hornacek. C'est très compliqué. On sent qu'il n'a aucune emprise. Tiens, rentre, vas-y, sors. Un prof du NSS, tu sais. Le mercredi après-midi. Allez, viens, souffler un coup. Moi, cette semaine, enfin, je crois que de chaque semaine, c'est de pire en pire, c'est la coupe de cheveux de Elfrid Payton. J'en peux plus. Le gars, il a 22 ans, il n'a pas de parents, il n'a pas d'amis pour lui dire que ça va pas. C'est horrible. Moi, je veux bien échanger. Moi, j'ai une famille, des amis, j'ai pas de cheveux. Donc, chacun son truc. Hein. Chacun son truc. Ouais, mais attends, imagine, tu caresses ce truc, c'est dégueulasse. C'est une forme. C'est un peu dégueu. Non, mais ça me dégoûte vraiment. Ouais, en plus, c'est vrai que ça doit être difficile de jouer avec un mec qui te tire, tu vois, horrible, bien lourd sur la tête. Non, mais ça doit être lourd. Ouais, c'est moche. Non, mais les coachs ne peuvent pas lui dire que c'est pas terrible. Ou un médecin, tu sais, comme Mike Gelabal, qui a dû couper ses cheveux parce qu'il commence à avoir mal au dos. Peut-être que lui, un jour, ça fera la même chose. Peut-être. Avant de vous dire au revoir, vous dire merci de nous avoir suivis, je tiens à dire merci à Laure, à Guigui, à Thomas, à tous ceux qui nous suivent. Merci à vous de nous suivre, à Thomas, à Mathias, à Thomas. Thomas et Mathias. Il y a un mix. Mais je suis sûre qu'Erwan, lui, il a des remerciements aussi. Mais comme chaque année, comme chaque semaine, allez Pierrot, envoie la smoule. Le premier, c'est Garfield Heard. Alors vous allez voir, hein, c'est pas Guy Georges qui a fait une carrière NBA, c'est bien Garfield Heard, parce que tu verras qu'il y a un petit air de famille. Et l'autre, bien sûr, c'est Tim Legler qui shootait très vite. Il shootait plus vite que Legler. Oh bon. Elle est belle celle-là. Elle est magique, bravo. Au programme de la chaîne, les gars, bien tous les lundis, tous les matins,
carrément de la semaine, c'est Oh le la breakfast. Ouais, ça va les cernes Ça va, bah écoute, non mais on est très content de le faire. Un bisou Ça à la marche plutôt maquilleuse bien. qui fait du beau boulot. Bah, pas Ça le va, matin, ça. le matin tout le monde dort sauf nous. Non, franchement, on est plutôt content, ça marche bien et puis on va trouver notre rythme là-dessus. Franchement, on est content du concept. Hein et ouais, on est content, non? Très content. Ah ouais, Moi, je suis ravi tous les matins de Ouais, venir c'est parler NBA avec toi et Steph. On se régale. clair. Tous les lundis, donc vous avez rendez-vous Avec toi et avec vous, moi et et sur First First Talk. Talk. Ouais, et puis tous les jeudis, prochainement, ce sera. Prochainement, on y travaille les gars, ça va arriver. Alors C'en est où, justement beaucoup de gens nous demandent, on a fait un pilote, ça s'est bien passé, on prépare le décor. Voilà, on préfère faire des choses bien plutôt que faire un truc ghetto dans un garage avec des bruits de chasse d'eau derrière. Voilà, donc ça va arriver avec un truc sympa. Wax et Steph, ils sont prêts aussi. Voilà, donnez-nous encore une dizaine de jours et ça devrait le faire. Bon, si vous voulez échanger, nous parler, n'hésitez pas, c'est l'abonnement sur la adresse, chaîne. c'est Hein, le 2. le numéro de Erwan 06 20. Non, ça marche pas. Alors, il faut évidemment vous abonner à notre chaîne YouTube et à la page Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Voilà, tous les jours, on est là, évidemment. Et puis, tous les gars, merci beaucoup pour Merci à toi, Merci à toi, très bien. Bon, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez appréciée. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut les gars.